Mon cousin qui habitait Marrakech décida un jour pour m'épater de se déguiser en gnawa. Après une maigre journée où nous avions ramassé à peine quelques francs, on alla à Jama El Fna afin de mieux étudier l'art des jeunes gnawa. Humilié mais en extase devant tant de talent, on ne put s'empêcher de remettre au gnawa, en guise de don, notre recette de la journée. Ces quelques sous, 30 ans plus tard, cet autre gnawa ressemblant à celui de mon enfance, les quémande. Et c'est de cela que les siens vivront ce soir. Mais est-ce le bruit, les odeurs, la pauvreté, la promiscuité? Montréal, avec ses rues calmes et enneigées, me semble si loin d'ici. Alors que me confronte sans pudeur, à cœur ouvert, cette cour des miracles, miroir du Maroc aujourd'hui. Au milieu de cette foule suffocante, je me sens seul. La réalité semble glisser sous mes pieds. Le temps virevolte. Les années s'entremêlent et s'entrechoquent au gré d'une mémoire dont je ne contrôle plus le débit. عبيد الصنك المعبود يا قلوب الحجر قلوب طايشه مليانه بالغدر سلسله القبور وها الحق وها المنكر الخز الصخر من هنا بحر شكاق والرياح العاصفه هدرة البرق والرعد ما بين صخره جامده ووافي زانده وصهد الريح هامده هذا بمهماز وينغز هذا ما يرد عليه لا دواء داوي شطر 10 و10 عرفها شحال تساوي قرن 20 هذا عايشين عيش دبانه في البطانه راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانه واش من الفرق بين انت وانت وانا. En 1947, Sidi Mohamed revendique pour la première fois officiellement l'indépendance pour son pays. Du même coup, le monarque enlève à l'unique parti nationaliste, l'Istiklal, le monopole de la lutte pour la libération nationale. Lorsque le sultan se rend en France à bord du croiseur Georges Lègue, ce n'est pas uniquement pour des raisons protocolaires. Il se plaint du résident général Juin, qui se comporte comme si le Maroc est non un protectorat, mais une colonie. Le sultan, un simple haut fonctionnaire au service de la République. Sidi Mohamed soumet alors au président Vincent Auriol que seule une réforme de structure qui mettrait fin au régime de protectorat peut donner au rapport maroco-français une base plus solide et plus saine. La réponse du gouvernement français sera une fin de non-recevoir. Mais la forme est sauve. À 20 ans, le prince Moulay Hassan reçoit de l'université de Bordeaux son diplôme de droit. Par lui, le trône alaouite signifie à la France que la relève moderne est arrivée et que les Marocains sont prêts, avec ou sans leur consentement, à reprendre en main les destinées de leur pays. De l'IOT au Maroc, il ne reste plus qu'un nom de lycée. Les mêmes professeurs qu'à l'époque du protectorat et dispensent les mêmes cours à leurs concitoyens, ainsi qu'à l'élite marocaine, qui aujourd'hui se fait un honneur d'éduquer ses enfants à la française. On va préparer un commandement unique. Ce commandement unique, on le confie au général Foch. Le front est bousculé, les Allemands arrivent à 60 km de Paris. Cette dernière ruée allemande a été déclenchée avec une grande soudaineté, avec un grand secret de la préparation. Dans les années 50, pendant que le nationalisme marocain prenait forme, l'école s'empressait de bourrer nos crânes d'enfants sur la suprématie de la France. Ayant appris que mes ancêtres étaient gaulois, ma génération allait grandir des étrangers dans leur propre pays. Le 20 août 1953, des chars blindés encerclent le palais royal. Refusant d'abdiquer, ses revolvers au dos, Sidi Mohamed est exilé à Madagascar. Faisant son complice du pacha berbère de Marrakech, le Laoui, la France tentera de diviser le peuple en semant la discorde entre arabes et berbères. Le parti de l'Istiklal lance alors un mouvement de protestation violente à travers le royaume. Quand la violence fit irruption dans ma rue, je crus d'abord à un jeu. Mais lorsque devant moi l'asphalte se déchiquetait sous le choc des cocktails Molotov,
Lorsque derrière les rideaux entr'ouverts de ma chambre, j'observais dans la nuit les tentes prendre possession de ma rue, je commençais alors à saisir qu'entre les leçons d'histoire de France qu'on me dispensait l'école et la vraie vie au Maroc, il y avait un écart que la violence était en train de combler. Créée en l'an 809, Fès, capitale spirituelle du pays et berceau du nationalisme, est la plus prestigieuse cité de l'islam médiéval. Fès, enchâssée dans ses remparts, ne se livre pas dès l'abord. Dans ce décor moyenâgeux, bruit, parfums, mouvements et couleurs s'entremêlent pour créer une douce ivresse. Fès, c'est une ville européenne qui a traversé le continent. C'est l'Andalousie en Afrique. En 818, 10 000 familles musulmanes chassées de Cordoue puis de Kérouan sont installées pour donner naissance à ce qui deviendra le cœur religieux, spirituel et culturel du royaume chérifien. C'est encore sur cette place séraphine que travaillent toujours tauliers, artisans, ferblantiers qui, de père en fils, perpétuent la tradition de l'art hispano-arabe. Je me souviens, mon père m'amenant un jour à Fès, l'arrière-boutique d'un de ses camarades, il me confronta avec l'idée d'être soit bijoutier comme son ami, ou tailleur comme lui. Je lui dis que je préférais être photographe. J'en fus quitte pour une bonne gifle. Photographe, ce n'était pas un métier d'artisan, c'était du charlatanisme moderne. Messieurs, dames, vous êtes dans le quartier des tannages le plus grand à Fès. C'est le métier le plus dur, le plus dur. Depuis la déposition de Sidi Mohamed, le Maroc était devenu un brasier ardent. L'escalade avait transformé le pays en un champ de bataille minier. La guerre d'usure était bel et bien engagée. Alors que la France exhibait les épouvantails du bolchevisme et du communisme, le peuple répondait par un seul slogan: Istiklal, indépendance. Et de la chose, une semaine, 2, 3, jusqu'à 1 mois. Et puis on enlève les pots pour gratter et on lèvera les morceaux, les femmes. De là-haut, c'est plus joli, hein. Combien de fois dans les shops de tailleurs de mon père, ai-je été le témoin silencieux de ces Français qui, se faisant faire un costume, clamaient tout haut, avec arrogance, que l'indépendance ne se ferait jamais et que tous ces ratons, ces bougnoules et ces bicots seront bientôt matés comme des chiens. Aujourd'hui, face à cette France métamorphosée en touriste docile, le souvenir doux amer de cette époque pas si lointaine persiste. Mais le temps me joue des tours. Comment s'expliquer le lot actuel de ces tanneurs, trop jeunes pour avoir connu le protectorat? Leur condition est aussi dure à supporter que c'est l'époque où l'on pouvait accuser le colonisateur d'être la source de tous nos maux. Ces images exactes, je me souviens les avoir vues sur l'écran du cinéma Apollo où je passais mes dimanches après-midi. Devant des spectateurs sceptiques et muets, la voix du commentateur clamait que la nation protectrice avait décidé que nous aurions un autre sultan et que son nom était Mohamed Ben Arafat. De descendance berbère ou fuyant l'inquisition espagnole, l'histoire du Maroc ne saurait être racontée sans parler de ses citoyens d'origine juive. Marocains à part entière, la France, en leur offrant l'émancipation, s'assurera de les éloigner de leurs frères musulmans. Forts de 250 000 âmes, ils ne sont plus aujourd'hui que 12 000. Pourtant, personne, ni eux ni les Arabes,
ne semblent avoir souhaité leur départ vers Israël, la France ou le Canada. Leur exode est sans doute le résultat des effets convergents de la montée du nationalisme arabe et de la création de l'État d'Israël. Ils sont en pays musulman, vitrine, la seule au monde, du rêve d'une coexistence judéo-arabe. Toujours en quête de mon passé, le hasard fit que sans le chercher, je retrouvai un cousin de mon père et son meilleur ami d'enfance, Aaron. Vous avez maintenant des sœurs? J'ai trois sœurs, je suis marié. Oui. Ah, bien, c'est bien. Eh bien, attends, vous avez des enfants? Un enfant, un garçon. Eh bien, voilà, le voilà qui est grand-père. Moi, je me suis marié sur le tard, âgé. Il y a à peine 4 ans que je suis marié. Vous étiez pas marié avant? Non, non. Alors, voilà, c'est le hasard a voulu. Mais jusqu'à l'âge de 73 ans, 74 ans, je n'étais pas marié. Eh ben, vous êtes un vieux garçon, alors. Voilà, j'étais un vieux garçon, maintenant. Et dire qu'il n'y a pas longtemps, nous étions des gamins. On se baladait tous les soirs. On avait l'habitude d'aller, par exemple, au Mella, d'un côté à l'autre. Vous savez, on était au Mella tout seul. Pas un seul arabe. Maintenant, il n'y a plus que juifs au Mella. Écoutant d'une oreille distraite ce guide qui me présentait la face officielle du Mella, je laissais traîner mon imagination sur chaque pierre, chaque balcon, chaque maison où ma famille avait vécu. On a toujours vécu, bien sûr, on a tous, notre génération, on est tous nés ici et on a vécu. Enfant du sud marocain, mes souvenirs de Fès, bien que fort riches, se limitaient à 2 visites. Ma première piqûre de guêpe et la mémoire fertile de mon père, né dans cette ville, qui sut m'en communiquer l'amour, en meublant l'imaginaire de mon enfance. Venir de se servir des commerçants turcs. Comme en pèlerinage, je refaisais le trajet que des membres de ma famille avaient dû suivre quotidiennement à d'autres époques. À chaque pas, j'ai eu l'impression de remonter le cours de l'histoire. J'arrivais de nuit avec des bougies allumées, chantant la chanson arabe. Et la jeune mariée, entrait là, une partie du cortège entrait, l'autre attendait ici, puis après le bain, de nouveau le même cortège, le même chant avec des bougies. La jeune épousée retournait chez elle. Mes ancêtres ont survécu ici, parfois dans la peur, parfois dans la tolérance, dépendant de la relation qu'ils avaient avec le sultan protecteur. À chaque image, sur chaque visage, il me semble reconnaître mon père. Un oncle, un ami de la famille. Nous sommes ici dans la rue de Fassine, une des plus anciennes du quartier. Et là, juste au bout à gauche, vous voyez cette petite porte, c'est la porte de la plus ancienne synagogue du quartier, qui s'appelle d'ailleurs synagogue des Fassines. Probablement parce que les fidèles ici étaient les plus anciens Fassis, les plus anciens habitants de la communauté de Fès. C'est devenu malheureusement maintenant un atelier, on voyait un atelier de tissage. Tout comme à Marrakech, par choc violent et inattendu, le Maroc d'aujourd'hui m'extirpe du souvenir pour me confronter au présent. D'âge scolaire, ces fillettes, pour subvenir aux besoins de leur famille, travailleront 12 heures par jour dans cette synagogue affectée, fabriquant des tapis pour ces riches marchands de Fès. Comme une constante sans fin, la misère renvoie dos à dos le présent et le passé. Mais pourquoi vous êtes parti quand les Marocains ont eu leur indépendance? J'ai jamais su pourquoi mon père a décidé de partir. Et alors, je lui dis, je ne sais pas. Depuis qu'il est parti, il n'a jamais écrit, il n'a jamais rien dit. On ne sait jamais. On n'a jamais eu aucune nouvelle de lui. Si un message faire à mon père, quel message voulez-vous que je lui Eh bien, je lui dis que je suis content d'avoir connu son fils et que je ne l'ai jamais oublié. Je suis content de vous avoir connu, d'avoir eu des nouvelles de lui, de savoir qu'il est encore vivant. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur, une longue vie, etc. Je serai heureux de le revoir. Eh bien, je vous souhaite la même chose. Ouais. Voilà. Il y a d'autres tombes bâtiments par ailleurs. Ça, c'est...
refait constamment. Je transmis à mon père qui reçut avec joie le message de son cousin Aaron. Mais sans le savoir, lorsque pendant ce voyage j'étais allé à la découverte des tombes de mes ancêtres, je ne savais pas qu'un an et demi après, mon père allait mourir, premier de s'aligner à être enterré au Canada, loin du Maroc, loin de la terre où il a vu le jour. Arrière-grand-père, et son fils, votre grand-père, à notre fils, ah voilà, voilà Maclou. Maclou, c'est votre grand-père. Benjamin doit être à vous. Un grand rabbin également. حيا على الصباح Si le rassemblement est strictement interdit pour les musulmans marocains, la mosquée fut vite un lieu privilégié de rencontre. L'Européen ne pouvait pénétrer en ces lieux sans profaner. Alors, très vite, les mosquées du royaume devinrent les lieux privilégiés pour fomenter la lutte insurrectionnelle contre l'oppresseur. Le 11 septembre 1953, alors que le nouveau sultan Arafat sera à la mosquée pour prier, il est attaqué par un jeune nationaliste fougueux. Manquant de justesse l'assassinat, le geste d'Allah Ben Abdallah allait déclencher chez le peuple, même non politisé, une fureur trop longtemps réprimée. Le mot d'ordre était lancé. La réplique française fut tout aussi violente, dirigée par ce même général Guillaume qui s'était juré de faire manger de la paille aux Marocains. Face au danger, même la culture devint un outil de résistance. Deux civilisations s'opposaient, deux mondes se confrontent. Nous nous sommes trouvés en face d'un empire historique et indépendant, jaloux à l'extrême de son indépendance et rebelle à toute servitude. Jamais ces phrases écrites en 1916 à propos du Maroc par le proconsul maréchal Lyautey n'avaient semblé aussi justes. Mais Lyautey écrira aussi « La plèbe et la muverie française s'en donnent ici à leur joie ». Combien de temps encore la France s'obstinerait-elle à affirmer sa supériorité sur cette nation vieille de 12 siècles? Lorsqu'il était encore au pouvoir, Si Mohamed avait aidé à réorganiser la célèbre Karawine de Fès, université théologique fondée au IXe siècle, gardienne farouche de la foi et de la tradition, la Karawine s'avéra une pépinière de résistants qui, n'ayant jamais accepté l'acte sacrilège que fut la déposition du souverain, travaillera sans relâche pour son retour. Ce jour du 16 novembre 1955, j'étais un dans cette foule en liesse. Je me souviens clairement de cet instant où l'avion ramenant le roi fit irruption dans le ciel marocain. Pour la première fois, le Maroc tout entier, comme un cri du cœur retenu trop longtemps, se mit à hurler « Ahya Malik !» Vive le roi. La France, déjà embourbée en Algérie, finit par céder à la résistance de tout un peuple.
Le retour du sultan Sidi Mohamed en 1955 précédait l'indépendance et la réunification des Marocs français et espagnols. C'est ainsi que devait prendre fin une parenthèse de 44 ans dans l'histoire de la nation marocaine. La France laissait derrière certes des cicatrices, mais aussi un pays moderne avec toutes ses infrastructures. Le temps de la réconciliation était arrivé. Le Maroc veut son indépendance, c'est un fait. Et je suis sûr que ce n'est pas la France. Elle ne pourrait pas le faire sans renier son passé et ses traditions, que ce n'est pas la France qui nous renierait notre droit à l'indépendance. Mon peuple, mon jeune peuple, qui a été auprès de vous et qui restera auprès de vous, compte sur la France, compte sur les Français, compte sur leur intelligence et compte surtout sur le patrimoine commun de nos deux civilisations pour que nous réussissions l'expérience que nous sommes en train de tenter, car nous ne pouvons pas nous permettre de la manquer. Le peuple, uni dans sa lutte contre le colonisateur, ne laisse